Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs, à un nouveau podcast Culture Soccer. Cette semaine, Aldi et Antoine m'ont délaissé. Je suis seul au podcast, mais ne vous inquiétez pas, là, je vais vous introduire mes invités un peu plus tard. Avant de débuter, là, je tiens à vous remercier d'être toujours aussi fidèles, là, que ce soit pour les podcasts spéciaux sur la Gold Cup et la Coupe du Monde. Dans le passé, vous avez été présents. Et sur le site, là, de retour aux habitudes, là, vous êtes toujours aussi présents. Cette semaine, là, on fait un podcast un peu différent. On va aux États-Unis dans la Division 3 américaine, la USL League One, la nouvelle Division 3, devrais-je dire. Et pour vous la présenter, là, après environ une demi-saison, là, j'ai été obligé d'inviter, selon moi, les deux plus grands experts francophones sur le sujet. Tout d'abord, on a le rédacteur League One de Culture Soccer, Léo Villemain. Salut Léo, ça va bien? Salut toi, Anthony. Ça va très bien, ça va très bien. J'ai très hâte de parler de League One. C'est une ligue là, que j'écoute à l'occasion et j'adore. Et on pouvait pas faire un podcast USL League One sans avoir la community manager du compte francophone des Forward, Madison. Nathalie, ça va bien, Nathalie? Ça va, merci et toi, Anthony. Merci de m'accueillir sur votre podcast. Ah, c'est un plaisir, hein, avec le voyage que tu as fait récemment. Vraiment, là, aujourd'hui, le sommaire, là, c'est qu'on va parler de la Ligue, on va vous la présenter. On va essayer de s'entendre pour savoir si la Ligue répond aux attentes après une demi-saison. Et par la suite, là, en deuxième partie, on va voyager au Madison, au Wisconsin, dans le cœur des États-Unis. Je crois que ça va être très passionnant. Tout d'abord, là, en introduction, qu'est-ce que vous pensez de la Ligue depuis le début, là, en général? On pourrait commencer par toi, Léo. Moi, personnellement, je trouve que c'est une ligue qui se développe. Il y a un niveau de jeu qui est correct parce qu'on a beaucoup de recrues de NPSL et il y a des réserves, il y a des équipes qui jouent vraiment le jeu, ça joue vraiment offensif. Vraiment, je trouve le niveau est assez proche de l'USL, donc je trouve que c'est un bon point. Et non, franchement, c'est assez plaisant à regarder. Il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs, il y a des jeunes joueurs en devenir, il y a des mecs qui sortent alors qu'on les avait vus il y a quelques années et on les voit revenir. Mais ouais, non, c'est vraiment plaisant cette ligue, je la trouve personnellement. Parfait. Et toi, Nathalie? Alors, moi, j'avais beaucoup moins d'attentes, je pense, que Léo, parce que j'ai découvert la Ligue en même temps que j'ai découvert Forward Madison. J'étais plus branché MLS. Mais c'est vrai que c'est une ligue qui est passionnante à suivre parce que, bon, au-delà de North Texas qui domine un peu trop les débats à mon goût, c'est une ligue très, très homogène au niveau des points. À savoir que, par exemple, entre le deuxième et le septième de la Ligue, il n'y a que 6 points d'écart. Donc, tout est vraiment encore en jeu pour les playoffs. Et je pense que la deuxième partie de saison va être aussi, voire plus intéressante à suivre que la première partie. Parfait. Donc, on pourrait dire que, selon vous, là, après une demi-saison, la Ligue répond aux attentes. Vraiment, il y a du beau jeu. Et niveau spectateur, les stades se situent environ avec environ 3000 personnes en moyenne. C'est sûr, ça varie avec les réserves, là, mais on pourrait dire les équipes originales comme Madison, Nathalie, c'est environ combien de personnes, là? Alors, Madison tourne à plus de 4000 de moyenne, ce qui est énorme considérant le fait que le stade peut accueillir 5000 personnes maximum. Donc, le taux de remplissage est vraiment très bon, est toujours au-delà des 80%. Sinon, il y a aussi Richmond qui fait pas trop mauvaise figure, mais sauf erreur, leur stade est plus grand. Leur stade est Voilà. immense. C'est assez grand. Il est Le plus stade grand, est immense. tandis que voilà, des Forward Madison ou des Lansing, etc., c'est plus dans les 5000 places. Mais du coup, au niveau taux de remplissage, Richmond fait pas très bien, mais au niveau affluence moyenne, c'est les deuxièmes de la ligue derrière Madison, pardon, qui cartonne vraiment tout à tous les niveaux. Pas encore sur le terrain complètement, mais presque. Ouais, mais Et- voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur tout à l'heure sur le niveau, effectivement. Mais voilà, enfin, là, c'était la première partie de saison qui est, selon moi, très différente parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se connaissent pas comme Forward Madison. Mhm. La deuxième partie de saison va être beaucoup plus disputée parce que beaucoup plus d'équipes se connaissent, parce que les joueurs maintenant se connaissent. Et ça va être différent que la première partie de saison qui était, selon moi, on en reviendra peut-être après, qui était beaucoup ouvert pour les équipes pour les équipes qui se connaissent,
type Tormenta et type North Texas Soccer Club. Ouais, c'est vrai. Et puis maintenant, il y a les automatismes qui se créent. Et puis, on espère aussi que j'ai remarqué quelques équipes qui avaient plutôt la chance de leur côté, puis d'autres pas du tout. Donc, j'espère que Ça arrive, hein. Ouais. ça va s'équilibrer aussi d'ici la fin de la saison. Ouais, et vraiment, là, c'est comme dit Léo, là, c'est vrai que les équipes qui se connaissaient déjà avaient un certain avantage en début de saison. C'est sûr que cet avantage risque de diminuer en cours de saison. Mais une équipe comme Tormenta qui vient de la USL League 2, anciennement dénommée PDL, un championnat prisé par les universitaires pour leur ligue d'été. Vraiment, même une équipe de division 4 en allant en pro, Léo, tu as trouvé que même une équipe constituée de semi-pro qui deviennent professionnels, ça a vraiment fait une différence? Ouais, ça a vraiment fait une différence et on le voit par rapport aux autres équipes qui sont montées ou descendues. Par exemple, on peut voir les Richmond de Kickers ou Tucson qui sont descendus du SL, qui ont vraiment, qui ont tout changé dans leur effectif. Et en fait, tu vois que juste tu gardes ton effectif, tu rajoutes quelques recrues par-ci par-là et des bons joueurs, hein, des joueurs vraiment intéressants et tu peux vraiment faire des bons résultats et tu peux aller chercher la première place. Voilà, c'est vraiment, enfin moi je trouve que, enfin là ça n'a aucune valeur. Enfin si ton équipe est bien montée, parce que pour moi une des meilleures équipes qui est bien montée, bon il y a Forward Madison, mais une des meilleures que je trouve personnellement c'est Tormenta. Tormenta ils sont extrêmement Ouais. bien préparés, ils ont une académie, ils ont une équipe réserve qui joue en PDL. Vraiment c'est, pour moi je pense que c'est une des meilleures équipes actuellement qui est en USL League One. Enfin voilà. Est-ce que tu es du même avis, Nathalie, concernant Tormenta? Ouais, je suis vraiment du même avis. Et puis, ils sont très homogènes, ils sont très équilibrés sur le terrain. Ils ont, pour moi, le meilleur gardien de la ligue, Pablo Jara, qui est premier dans les blanchissages avec 9, ce qui est énorme. Ils marquent peu, mais ils encaissent peu aussi. Donc, il y a cet équilibre qu'on retrouve sur les deux phases offensives et défensives. Et puis, ils ont quelques excellents éléments comme Connor Antley qui est un peu le défenseur à tout faire. Il défend, il passe, il marque des buts. Charlie Dennis aussi qui est vraiment excellent. Donc c'est vraiment, pour moi, la première place va se jouer certainement entre Tormenta et North Texas. On pourra peut-être revenir en fin de podcast sur. Moi, j'ai fait un peu mon classement que je vois un peu en fin de saison. C'est une sorte un peu de power ranking si on veut, mais à mon avis, la première place va se jouer entre ces deux. Mais c'est vrai que Tormenta est une équipe agréable aussi à avoir évolué. Parfait. Et pour ceux qui s'intéressent à la Ligue 1 là, et qui voient Tormenta comme la dernière équipe avec comment je pourrais dire ça? C'est une des équipes avec le moins de spectateurs à chaque match. En tout cas, en tant qu'équipe originale, c'est la pire. Mais vraiment, c'est parce qu'ils sont dans un stade temporaire, là, dans un petit stade d'université et tout. Ils sont en train de se faire construire un stade là, spécifique au soccer, si je me trompe pas, dû pour la saison 2020. Là. Donc, Ouais, vraiment, là, je trouve Tormenta, moi je l'aime bien. Nathalie t'a parlé de Charlie Dennis. Là, c'est un ancien joueur qui a failli jouer à Nashville. Et comme les auditeurs le savent, là, c'est mon club de cœur. Donc, je le suivais. Malheureusement, il a eu une blessure avant de pouvoir jouer à Nashville. Donc, il était allé en PDL avec Tormenta. Et vraiment, là, je trouve que c'est une équipe sérieuse. Même l'équipe U23 là, qui évolue encore en PDL, là, ils ont affronté Nashville en US Open Cup. Et vraiment, là, c'était solide quand même pour une équipe semi-pro. Là. Donc, vraiment, c'est une équipe très, très sérieuse à voir aller. Et je serais pas surpris de l'avoir, pourquoi pas, monter en championship là, dans les prochaines années. Là, parce que vraiment, c'est une très belle équipe. Et si on continue un peu notre tour d'horizon, pour vous, quelle équipe là, fait le plus beau jeu dans cette Ligue 1? Je te laisse répondre, Nathalie, parce que moi, je pense que tout le monde connaît ma réponse. Alors... Bon, pour pas que ce soit trop biaisé vers North Texas, merci de me laisser la parole. Non, mais c'est vrai qu'il faut avouer que voilà, North Texas c'est très agréable à avoir joué parce que même si l'ami Ricardo Pepi est parti en MLS, ils ont notamment Ronaldo Damus qui a pris la relève derrière et qui est vraiment qui est un joyau à polir très très délicatement. Et aussi le remettre à jouer Arturo
qui a premier à égalité au niveau des passes décisives. Sinon, je dirais, comme on vient d'en parler, Tormenta, parce qu'aussi avec leur gardien, il est pas seulement bon, mais il est aussi spectaculaire. Donc pour donner aux gens envie de venir au stade, c'est pas mal. Et puis je vais être aussi un peu partisane. Hein. J'espère que vous me passerez le coup, mais c'est vrai que Forward Madison est agréable à voir jouer aussi avec des Don Smart qui a été élu MVP de la mi-saison, des Josiel Nunes, Paulo Junior, JC Banks aussi. Et il y a la situation des gardiens qui est un peu difficile parce que selon moi le meilleur gardien c'est Ryan Coulter qui est aussi l'entraîneur des gardiens et qui est pour moi sous-utilisé. La situation de Madison est un peu difficile parce que il y a l'histoire des prêts avec Minnesota United et je pense qu'il y a une certaine obligation de faire jouer ces joueurs prêtés, notamment Dane Sinclair, qui est pas un mauvais gardien, mais vu qu'il s'entraîne pas beaucoup avec l'équipe, il y a pas tellement d'alchimie. Oui, Mais sinon. je voulais juste simplement dire que vous avez aussi Brian Sylvestre qui est vraiment dans son temps en ASL avec le North Carolina FC, là, était excellent. Ouais, il a été très bon aussi avec Madison, un ton en dessous de Ryan Coulter selon moi, mais c'est aussi parce qu'il a commencé la saison blessé, donc je pense qu'il a dû s'arrêter de s'entraîner quelque temps. Mais sinon voilà, c'est une équipe sympa à voir évoluer aussi. Parfait. Et toi, Léo, tu vas dire North Texas? Je vais dire North Texas parce que c'est l'équipe la plus offensive, c'est celle qui a marqué le plus de buts. C'est bon, elle a quelques renforts d'équipe pro type Thomas Roberts, voilà Ricardo Pepi maintenant, mais qui va je pense surtout jouer en USL League One, qui a joué le match hier contre Tormenta où ils ont fait 0-0, où ils ont raté un nombre incroyable d'occasions. Enfin bref. Et du coup, moi, ce que je mettrais aussi, c'est les Red Wolves de Chattanooga que je trouve très impressionnant, et surtout Steven Beattie qui, j'en parlais quand j'avais fait mon résumé, la colonie irlandaise des Red Wolves de Chattanooga, je les trouve vraiment impressionnants. Et moi, je les mettrais bien dans les tops et dans les équipes qui m'impressionnent le plus et qui, je trouve, sont les plus offensives. Après, il y a plein de joueurs qui sont super beaux à voir jouer. Par exemple, à Orlando, Luca Costabile et quelques Brésiliens sont très impressionnants. À Toronto, on a l'équipe de jeunes avec Peruzza, qui est le deuxième meilleur buteur, je crois, ou le troisième, à égalité. Enfin, vraiment, Forward Madison avec Josel Nunez, qui est pour moi mon joueur préféré du SL League One. Et voilà, en fait, vraiment, il y a plein d'équipes qui peuvent créer des différents styles de jeu et qui sont, je trouve, assez impressionnants. Donc, il n'y a pas de... Moi, vraiment, je trouve pas d'équipes qui sont vraiment... Elles sont toutes très fortes, en fait, je trouve. Enfin, il y a des problèmes défensifs qui causent quelques soucis. On l'a vu à Toronto face à Lansing avec 3-3, mais je sais pas, moi c'est surtout ça qui fait la différence, et c'est pour ça d'ailleurs que Tormenta est en haut, parce que ils sont bons offensivement, mais surtout ils sont très très forts défensivement. Donc, Parfait. Donc, et si on fait le jeu inverse, les équipes là, à chaque fois vous voyez que votre club les affronte, là, vous dites ah merde, ça va être un match assez pénible. Pénible dans le sens il va pas avoir beaucoup de beaux jeux. Est-ce qu'un club, par exemple, comme Lansing, que vous avez pas cité parmi ceux qui jouaient bien, est-ce que c'est un club qui est assez pénible à affronter? On peut commencer par Nathalie. Alors Lansing, c'est pas qu'ils sont pénibles, c'est juste qu'ils sont chiants à regarder personnellement. Après, Ouais, voilà, c'est aussi les rivaux un peu de Madison, donc je suis peut-être pas très objective parce que c'est l'équipe la plus proche ouais. géographiquement de Madison. Et puis on a un peu le goût amer du dernier match aussi, défaite 3-2 avec 3 buts dans les arrêts de jeu. Voilà, moi les équipes que je trouve moins sympas, il y a Tucson, Richmond. Bon, je les ai pas beaucoup vus jouer, mais j'ai pas forcément envie non plus, donc ça en dit déjà long parce que par exemple j'ai regardé en tout cas une mi-temps du match de Toronto. Aussi Greenville, je les trouve un peu quelconques. Ils ont des bons joueurs, Jake Keegan, un bon gardien, Dallas Jay, voilà, des bons joueurs offensifs comme Mohamed et Bermudez, mais ils sont un peu, voilà, ils sont là, mais bof quoi. Ouais, Donc moi, ce serait un peu ces équipes-là. Orlando, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est la pire équipe de la ligue en termes de classement. Malgré qu'ils aient un très bon gardien, c'est ceux qui ont encaissé le plus de buts à égalité avec Lansing. Ils ont un peu comment dire, les qualités et les défauts vraiment de la jeunesse, c'est qu'ils sont hyper offensifs, ils essayent de créer beaucoup de vent, par contre derrière c'est pas très sérieux, et puis du coup ça crée un mix mi-figue mi-raisin pour moi un peu.
D'accord. Et toi, Léo, est-ce que tu es d'accord pour dire que Lansing, des clubs comme Lansing ou bien Greenville, c'est pas très beau à voir jouer? Non, moi je trouve pas. Je trouve que Lansing ça va. Je trouve que Lansing il propose souvent du beau spectacle. Hein, les buts en retournée acrobatique qu'ils avaient mis, le but du français Kevin Coiffic là, une reprise de volée. Moi je trouve que ça allait. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal moi personnellement avec Tucson Mhm, et les Kickers de Richmond que je trouve mais sacrément faibles. mhm, Encore Lansing Init, je trouve qu'il y a des bons joueurs. Je trouve qu'il y a des bons ailiers, il y a des bons éléments. Leur système en 3-5-2, il est pas mal. Moi, celui que j'avais bien aimé, c'était leur ailier Moshoban, que je trouvais assez intéressant. Mais alors vraiment, les Kickers de Richmond, à chaque fois que je les regarde, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis mis devant cette télé et pourquoi je regarde ce match, en fait? Vraiment. je suis assez d'accord. Ouais. Encore Tucson, je me dis bon, peut y avoir des bons éléments, même si les matchs à domicile, j'avoue que le cadre du match à domicile me donne pas envie de les regarder. Mais les Kickers de Richmond, vraiment, c'est l'équipe que j'ai le plus de mal. Alors ils font des bonnes choses, mais vraiment, c'est vraiment, je me dis, un Kickers Richmond Tucson, je regarde pas quoi. Je dis, je Ouais, vais regarder autre chose. pareil, Mais pareil. Oui, voilà. et moi, une équipe qui m'a un peu déçu là, en ce début de saison, c'est Greenville. Parce que vraiment, ils ont, selon moi, un des entraîneurs avec le plus grand CV, là, John Arks. Là. Il a fait une belle carrière en tant que joueur. Ça a été, je pense, un des premiers Américains à jouer en Première Ligue. Il a entraîné des clubs comme le FC Cincinnati. Vraiment, John Arks, là, c'est pas rien là, en termes de soccer aux États-Unis. Et puis finalement, là, c'est une des équipes que vous dites là, que vraiment le jeu est assez terne, pas vraiment d'identité. Mhm. Et c'est ça, c'est un entraîneur qui a été assistant aux Red Bulls, qui a fait 2 saisons à Cincinnati. Donc c'est assez surprenant de voir ça. Vraiment, est-ce que vous pensez que c'est un entraîneur qui finalement n'est pas si bon que ça? Non. Difficile à dire, mais ouais, je les ai pas beaucoup vus jouer, je dois dire non plus. Ah ben, J'ai vu leur match forcément contre Madison, puisque c'était le snow opener, hein, puisque le home opener, mais sous la neige. Je sais pas si c'est dû à l'entraîneur ou à l'effectif. C'est dur à dire, parce que je les ai pas assez vus jouer, je pense. Je sais pas si Léo a plus de. Moi, je trouve que ça fait partie des équipes qui, un peu comme Forward Madison, où faut laisser le temps de trouver les automatismes. Ils ont joué avec beaucoup de schémas tactiques différents, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, ça se cherche. Laissons le temps de faire. On a la chance que ce soit une ligue fermée, donc s'il se plante, il pourra rester l'année d'après. Donc je pense que voilà, laissons le temps faire. On peut pas savoir. Moi, je laisse le bénéfice du doute parce que voilà, ça fait que quelques mois que ça a commencé, 3-4 mois. Peut-être que sur une deuxième partie de saison, ça ira mieux. On verra pour accrocher les playoffs, mais j'avoue pas trop parce qu'ils sont pas loin non plus des playoffs. C'est ça qui est triste. Mhm, Ils sont à 3-4 points des playoffs, donc c'est vraiment facile pour eux, quoi. mhm. Donc je sais pas trop. parfait. Et Nathalie, tu nous as dit que tu avais préparé un petit Power Rankings pour la fin de saison. J'aimerais ça savoir pour vous, là, ça va être qui les 4 équipes qualifiées à la fin de saison, là. On peut commencer par Nathalie. Alors donc, North Texas et Tormenta, c'est assez sûr qu'ils seront dans les 2 premières places. Après, c'est beaucoup plus serré. Alors, j'ai presque envie de mettre Toronto FC 2 en troisième, de par leurs éléments offensifs dont Léo a parlé tout à l'heure, Perusa, Petrasso, il y a aussi Griffin Dorsey. Ils sont assez intéressants. Il faut voir s'ils arrivent derrière à cadenasser un peu mieux, mais je pourrais les voir là. Après, pour accrocher la dernière place, ça va se jouer, à mon avis, entre Madison, Chattanooga et Greenville. Je les ai mis les trois au 4, 5, 6. À mon avis, c'est un peu, comme on dit en anglais, un coin flip. C'est 50-50. Et puis pour terminer mon petit classement, ensuite je mettrais plutôt Lansing 7e, Tucson 8e, Richmond 9e et Orlando 10e. Parfait. Et toi, Léo? Alors moi, j'avoue que moi je suis d'accord avec les 3 premières places, donc North Texas Soccer et Tormenta, selon moi, continueront à se battre pour la tête. Et Toronto, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais enfin la jeunesse peut aussi très bien se rater et ça peut se rater, je sais pas trop encore. Par contre, moi, je verrais bien les Red Wolves de Chattanooga. En quatrième position, un peu à la surprise. Moi, je les avais mis déjà dans mon quatuor de tête dès le début parce que avec leur recrutement. Et j'avoue que Forward Madison va falloir, enfin pas se réveiller, mais disons que
Ça va dépendre beaucoup de leur deuxième partie de saison. Parce que je sais pas s'ils vont recruter des gens ou pas. Ça, faudra qu'on en parle après parce que je suis pas trop les recrutements des équipes du USL League One en ce moment. Bien que je sais que North Texas a signé un espoir ghanéen. Après, j'avoue que moi, je vois le 4 et je pense 5e Madison et 5e, peut-être 4e Madison parce que je veux croire quand même en Madison en playoff. Mais j'avoue que ça va être une belle bataille, un peu comme en MLS cette année, pour savoir qui c'est qui va être en playoff parce que c'est vachement serré. Et il y a tout le monde qui peut vraiment se qualifier, quoi. Parfait. À part Orlando et Kickers, quoi, bien. Ouais. Ouais, là-dessus, on est d'accord. Top 2 et 2 derniers, on est d'accord. Le reste, le reste, c'est tellement, tu prends 3 victoires, tu fais de la 8e à la 4e place. Moi, je me souviens, il y avait des choses où des fois, tu étais dernier, tu finissais, tu étais 4e au bout de 2 rencontres parce que tu avais gagné tes 2 matchs. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et puis, il y a aussi le problème qu'il y a une assez grande disparité pour l'instant entre les matchs joués parce que si on prend Tormenta qui est 2e, ils ont joué que 15 matchs et Lansing qui est juste derrière avec le même nombre de points, ils en ont déjà joué 19. Donc, il y a Lansing qui a joué 19 matchs et Orlando 18 qui sont, la plupart sont à 16, sinon à part Tormenta. Donc, il y a encore cette disparité-là qui, à mon avis, fera bien redescendre aussi Lansing. Et puis, comme j'ai dit, vu que c'est très homogène au classement et comme Léo vient de le dire, une victoire, ça peut tout de suite faire gagner 3-4 places facilement. Oui, tu peux y aller, Léo. Ouais, je disais, et puis surtout, il y a pas un problème un peu de calendrier aussi, parce que du coup, il y a les équipes qui vont se rencontrer plusieurs fois. Je crois que North Texas Soccer Club et Tormenta, et pas Tormenta, et Forward Madison vont se rencontrer 5 fois, je crois. J'avais entendu parler. Ouais, alors je sais pas trop comment ils ont fait leur calendrier. Alors je pense qu'il y a des impératifs disons de météo extérieure comme à Madison qui a joué son premier match à domicile seulement à la fin du mois d'avril, donc déjà 3 matchs à l'extérieur pour commencer. Il y a eu ces impératifs là, mais sinon c'est vrai que au niveau de la disparité de certaines équipes qui vont s'affronter 5 que voilà Lansing qui a déjà 4 matchs de plus que Tormenta, ça rend des fois la lecture du classement un peu difficile parce que Lansing sont 3e pour l'instant, mais bon, avec 4 matchs de plus que le 2e, forcément, c'est difficile. Oui, en effet. Et dans le fond, là, on va rentrer dans les individualités. Là. Vraiment, pour vous, là, je vais simplement vous demander le meilleur joueur selon vous à chaque ligne, vraiment en gardien, en défense. C'est sûr que là, il y a les latéraux et les centraux. On va faire des choix. En tant que milieu et en tant qu'attaquant, donc vos 4 meilleurs joueurs, dans le fond. On peut commencer par toi, Léo. Alors, moi, en gardien, c'est simple, hein, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. C'est Pablo Jara ou Pablo Jara, comme tu l'appelles, qui est pour moi le meilleur gardien de la ligue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois aucune, enfin voilà, c'est le meilleur. Il y a pas à chipoter. Je vois pas qui c'est qui est au-dessus de lui. En défenseur, je vais mettre un joueur de forward Madison. Je vais mettre Connor Tobin qui je trouve est très bon et sûrement un des meilleurs centraux du USL League One sans souci pour moi. Au milieu de terrain, j'hésite entre, je vais mettre Griffin Dorsey à Toronto pour essayer d'équilibrer un peu toutes les équipes et pour mettre chaque équipe un peu voilà qui fait un super travail avec Toronto, qui les amène là où il est, qui crée beaucoup de passes clés, c'est super important. Et après en buteur, en attaque, je vais mettre Ronaldo Damus parce que c'est le seul qui va jouer très très régulièrement avec North Texas, alors que Ricardo Pepi risque de faire des allers-retours avec l'équipe 1. Et je pense que ce sera le joueur à suivre, même si je crois qu'il est blessé. Je sais pas combien de temps ça va durer son indisponibilité. Mais voilà moi pour moi mes 6 premiers mois, les joueurs de mes 6 premiers mois. Parfait. Et toi, Nathalie? Alors, c'est vrai qu'au niveau gardien, il y a pas débat, hein. Pablo Jara, parce que c'est comme ça que ça se dit en espagnol, il domine de la tête, des épaules, des orteils, de tout ce que vous voulez. Ensuite, en défense, moi, je vais plutôt mettre de nouveau un joueur de Tormenta, Connor Huntley, parce que ayant joué moi-même au soccer et puis ayant joué en défense, je sais que c'est difficile d'être un peu partout sur le terrain comme il est, donc je sais pas ce qu'il a comme poumon, mais il est vraiment partout. Et puis si Tormenta, on est là aussi, c'est non seulement grâce aux gardiens, mais grâce aux défenseurs. Après,
au milieu de terrain, pour moi, je vais être obligée de mettre Don Smart, qui a été quand même élu MVP de la Ligue. Il fait beaucoup pour Madison. Alors bien sûr, je vais pas renier la nomination de Connor Tobin en défense de Léo, mais je pense que Smart est vraiment indispensable. C'est un peu la clé de l'équipe, et puis c'est lui qui fait bien le lien aussi entre les différentes lignes sur le terrain. Et puis devant, je vais aussi rejoindre Léo parce que il y a pas tellement de débat non plus avec Ronaldo Damus qui crève l'écran avec North Texas depuis la montée de Pepi avec la première équipe. Moi, il y a vraiment des belles individualités là, en Division 3. Il y a même un gardien prêté par Chicago, là, le gardien de Lansing, hein, Stephen Cleveland, Ouais, très bon aussi. Ouais. qu'on a eu la chance de voir en MLS dans les dernières saisons, quelques fois. Sinon, moi, en défense, un joueur que j'aime bien aussi, c'est Tyler Pollock ou même le français, là, Kevin Quafic, là, qui est très bon également. Mais oui, à part ça, là, vraiment, là, même au poste de gardien, c'est indiscutable. Yara est beaucoup trop, beaucoup trop dominant. Mais c'est vrai qu'au milieu, Don Smart, là, j'adore ce joueur. Et en attaque, là, il y a des très bons attaquants là. En Ligue 1, là, on en a parlé un peu plus tôt, Jack Keegan à Greenville, Perusa à Toronto. Même Billy, l'Irlandais à Chattanooga, c'est très bon. Vraiment, là, il n'y a pas à se plaindre des individualités en Ligue 1. Donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur la Ligue avant qu'on passe au voyage de Nathalie? Moi, j'avais une question à Nathalie. Qu'est-ce que tu penses de JC Banks en milieu défensif? Parce que alors moi, ça a été ma grande interrogation. C'est un buteur et je le vois dans toutes les compos au milieu de terrain défensif. Et moi, au début, je comprenais pas ce qu'il faisait là. Je me disais, mais pourquoi il y a un attaquant qui est milieu défensif? Qu'est-ce qui se passe en Ligue 1? Et finalement, il est pas mauvais, mais genre, est-ce que tu t'en sais un peu plus? Pourquoi est-ce il a été repositionné à ce poste-là? Alors, je n'en sais pas plus. Par contre, voilà, comme je parlais de la situation des gardiens avant, c'est vrai que des fois, il y a quelques choix de Daryl Shore qui peuvent être un peu questionnables. Après, est-ce que c'est que lui ou est-ce qu'il a de la pression? Je sais pas. Pour moi, le meilleur milieu défensif, c'est clairement Eric Léonard qui ratisse un nombre de ballons incroyable. Il fait pas de bruit. Il est pas spectaculaire, mais c'est un bosseur, mais de première classe. Pour moi, c'est vrai que je mettrais plutôt JC Banks à la hauteur de Smart avec eux deux pour lancer les attaques et lancer les ailiers. À mon avis, ça devrait mieux fonctionner. Ouais, parce qu'Eric Léonard, c'est celui qui sort des essais, là, celui qui sort des 250 joueurs Ouais. professionnels, parce que c'est surtout là, ils ont même pas pris de joueurs amateurs, ils ont pris que des joueurs entre guillemets pro, voire semi-pro. Ouais, et puis personne s'attendait même pas le club parce qu'on en a discuté, même pas eux s'attendaient à ce qu'il soit indispensable. Et puis autant Smart est indispensable au niveau de l'animation offensive, autant au niveau de la solidité défensive, même si bon, Madison a encaissé un peu trop de buts à mon goût, mais Eric Léonard est vraiment c'est le joueur que tu peux pas enlever du 11 titulaire. Tu ne peux pas l'enlever. C'est une des belles histoires de cette saison inaugurale de Ligue 1, un joueur qui sort des essais et finalement devient indiscutable. On aime et on adore ce genre d'histoire. Et c'est le genre d'histoire qui a un peu plus de chances d'arriver en Division 3, là, car c'est un peu plus ouvert là, en termes de jeu et tout. Et là, Nathalie, là, on va aller dans ton voyage. On veut tout savoir. Allez, non, je vais poser des questions, ça va mieux aller. Vraiment, moi, je me demandais, là, avant ton voyage, comment tout ça s'est organisé? Tu en avais, je pense, parlé dans un podcast auparavant, que comment tu t'étais intéressé au forward, mais vraiment, comment il y a eu un next level à un moment donné, tu t'es dit, ah, faut que j'y aille absolument. Comment ça s'est organisé tout ça? Alors bon, voilà, vous savez tous comment j'en suis venue à m'intéresser, à tomber amoureuse de ce club complètement délirant. C'est grâce bien sûr à Culture Soccer. Après, c'est vrai que on a la chance en Europe de pouvoir regarder les matchs gratuitement sur YouTube en direct ou en différé. Et donc j'ai regardé absolument tous les matchs de Forward Madison et
l'ambiance au Breese Stevens qui s'entend vraiment bien, je trouve, quand on regarde le match en guillemets à la télé, a vraiment attisé ma curiosité, et puis de voir aussi simplement les échanges que les supporters ont surtout sur Twitter, c'est là que je les suis principalement, entre eux et avec le club. Ça m'a vraiment en fait donné envie de voir ça de l'intérieur, parce que c'est vrai, quand on vient du soccer européen, on n'a pas toujours une bonne image des groupes de supporters ou des supporters en général, parce qu'on parle beaucoup plus des choses. Il y a il y a beaucoup de choses négatives qui arrivent. Hein, loin de moi l'idée de le cacher, mais on a cette impression un peu négative. Et puis vraiment, le sentiment que j'avais avant d'y aller, c'était que ces supporters, ils sont vraiment à 300% derrière leur équipe pendant 90 minutes, 90 minutes, pardon. Ils encouragent leur équipe. 90, 80, voilà. Excusez-moi si je fais un peu des mix. Ils sont vraiment à 300% derrière leur équipe. Ils chantent pendant 90 minutes pour soutenir leur équipe. Il n'y a pas un mauvais mot vers l'adversaire, même si on s'est un peu amusé en allant vers le stade pour le match contre Chattanooga, parce qu'il y a un peu il y a une rivalité qui est en train de se créer aussi, mais pour des raisons plus extra-sportives que sportives avec Chattanooga. Donc là, on s'est un petit peu amusé avec un ou deux chants, mais sinon, je suis là pour soutenir mon équipe et pas pour rabaisser l'adversaire. Et voilà, plus les matchs en fait passaient, plus je me suis dit, aussi en voyant les vidéos de leur marche vers le stade et tout, je me suis dit voilà, c'est pas une super grande ville, ils ont pas un super grand stade. Moi qui suis habituée, parce que pour ceux qui le savent pas, je suis abonnée aussi à l'Inter de Milan, donc je suis habituée à des stades monstrueux, des ambiances phénoménales. Et je me suis dit, mais malgré le peu de monde qu'ils sont, ils font du bruit, et puis ils ont l'air tous accueillants, ouverts, positifs. Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment en fait donné envie d'aller plus pour vivre en fait ça avec les supporters de l'intérieur plus qu'autre chose. Ouais, c'est beau, parce que moi vraiment, ton voyage m'a vraiment fait penser à celui que j'ai eu la chance de faire l'an dernier en allant en Nashville et tout. Et vraiment, là, toutes les photos que tu postais sur les réseaux, ou même les vidéos, les statuts, vraiment, ça m'a rendu nostalgique de mon voyage. Ah bah, J'étais, c'est parfait. Et tu as eu une bonne expérience, moi aussi, donc c'est parfait. Ouais, non, c'est parfait. Et vraiment, là, tu parlais de l'expérience avec les supporters. Vraiment, ça a été la première rencontre en vrai, disons-le comme ça. Et vraiment, là, t'as adoré ton expérience. Pour les fans, pour les auditeurs européens qui nous écoutent, là, vraiment, est-ce que tu as décelé une grosse différence? Est-ce qu'il y a un style différent nord-américain et européen? Je sais qu'aux États-Unis, oui, au Canada, c'est le tailgate avant les parties. C'est un peu différent que dans l'Europe. Est-ce que tu as vu des grosses différences? Alors oui, c'est vrai que la partie tailgate est aussi vraie à Madison. Donc les supporters se retrouvent en général 3-4 heures. Ça commence 3-4 heures avant le match dans un pub qui est pas trop loin du stade. Et puis voilà, ça discute, ça s'échange peut-être des stickers entre différents groupes. Ça vend du merchandising, ça mange, ça boit. C'est vraiment une très bonne ambiance que moi j'ai jamais vécue en Europe, par exemple, parce que là, c'est un peu chacun qui va à son stand préféré, acheter peut-être son hot dog, prendre sa bière, et puis c'est une fois dans le stade que vraiment, entre guillemets, la communion se fait entre les supporters et avec l'équipe. Et puis là, moi, malheureusement, je suis allée assez tard au tailgate, parce que j'ai dû faire une sieste parce que j'étais un peu fatiguée. Mais j'ai vécu peut-être 1 heure de ça avant qu'on parte au stade. Et puis il y avait plein de gens aussi qui savaient que j'étais là, donc ils sont venus spontanément me saluer, discuter avec moi, me dire mais pourquoi t'es là, etc. J'ai même une anecdote sympa avec trois gars qui étaient là du New Hampshire, et puis je crois qu'ils étaient là toute la semaine. En tout cas, ils étaient aussi là au match amical qui a eu lieu mardi contre Leones Negros. Mais ils sont venus vers moi, puis ils ont dit ah ouais, nous on pensait faire vraiment le voyage depuis très loin et tout, puis toi t'arrives là depuis l'Europe et tout, il y a personne qui peut rivaliser. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ils sont tellement prêts à accueillir les gens au sein de leur groupe, qu'ils ont même par exemple des flyers avec les chants qu'ils entonnent pendant tout le match pour que personne soit perdu. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ils ont aussi les chants sur leur site, mais j'avais personnellement pas eu le temps de regarder avant d'y aller. Et puis ils m'ont dit non, t'inquiète pas, on a un petit flyer, mets-le dans ta poche quand on chante une chanson que tu connais pas, regarde et puis essaye de suivre le rythme. Donc vraiment, c'est vraiment comme une petite famille.
Alors, je pense le fait peut-être que Madison soit pas une très grande ville à l'échelle des États-Unis, bien sûr, parce qu'à l'échelle de la Suisse, c'est la même chose que la plus grande ville de Suisse, hein. Mais c'est vraiment, tout est vraiment à une ambiance familiale au sein du club, au sein des supporters. Et puis tout ce qu'ils demandent, c'est vraiment d'amener son énergie, sa voix, et le reste, ils sont là pour aider. Avec les chants, avec si on ne sait pas où se trouve quelque chose, etc. Moi, ils m'ont rendu des méga services à me conduire un peu à travers la ville, à me ramener à l'aéroport parce que j'ai eu la chance d'avoir le club qui m'a accueilli à l'aéroport et qui m'a conduit à mon hôtel. Mais ils sont vraiment ultra accueillants et ça, c'est pour moi la plus grande différence. Et le fait aussi, voilà, qu'ils chantent pour soutenir leur équipe et pas pour insulter l'adversaire, qui est la plus grande différence avec l'Europe, personnellement. Oui, et j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote là, que tu as eue avec le capitaine c'est Connor Tobin, hein, qui est venu Exact. te voir à l'avion et il t'avait promis un but. Et Voilà. finalement, il a fait son premier but de la saison. Je te laisse raconter, mais Alors ça, c'est c'était assez incroyable. extraordinaire parce que donc le seul arrangement que j'avais fait pour mon arrivée, c'était avec donc Jason Klein, qui est le community manager que vous aviez Ouais. interviewé sur Culture Soccer. Donc je l'avais contacté et puis je lui avais demandé si il pensait que c'était possible qu'il vienne me chercher à l'aéroport. Parce que j'arrivais de base assez tard. Je suis arrivée encore plus tard que prévu pour me conduire à l'hôtel. Et puis il m'a dit oui, pas de problème. Après, ils m'ont dit oui, il y a des membres du FLOC, donc le groupe de supporters, qui aimeraient aussi venir. Est-ce que ça te dérange et tout? J'ai dit non, pas de problème. Mais au final, vu que j'ai eu 1h30 de retard, que je suis arrivée après 22h, je m'attendais vraiment à voir que Jason. Et puis, c'est vrai, quand je suis arrivée donc à l'aéroport de Madison, le lobby des arrivées est en bas d'escalier. Et puis, quand je suis arrivée en haut de ces escaliers, et puis que j'ai vu Jason, j'ai vu Kuba, qui est l'autre community manager, j'ai vu Peter Wilt, le directeur du club, et Connor Tobin, qui était là avec une grande banderole Forward Madison. Je n'en croyais pas mes yeux. En plus, ils ont été super sympas. Ils m'ont fait plein de cadeaux j'avais rien de merchandise parce que j'ai essayé de commander via email et puis ça n'a pas trop fonctionné. Donc ils m'ont fait des cadeaux, etc. Ils m'ont fait signer un petit contrat symbolique pour que voilà, je sois en mode complètement mingo ou full mingo pendant tout mon séjour. Et c'est en fait en allant vers les voitures dans le parking de l'aéroport que Peter Wilt a un peu mis un coup de coude à Connor Tobin et puis il a dit vu qu'elle a fait tout ce chemin, tu pourrais peut-être marquer, non? Et puis Connor il a dit je marque jamais, mais je vais vraiment essayer de faire un effort. Et puis tout le monde est parti dans un fou rire parce que voilà, un défenseur central qui marque, c'est assez rare. Et puis c'est vrai que sur le moment du but, alors bon, c'est arrivé de l'autre côté du terrain, donc de mon point de vue, j'étais pas sûre qui avait marqué de la tête parce qu'il y avait lui et il y avait Wyatt Omsberg aussi qui était dans les mêmes parages. Et puis j'ai dû aller en fait sur Twitter voir le tweet du club pour vérifier qui avait marqué. Et quand j'ai vu que c'était Connor, j'étais là non mais il est incroyable. Je voulais le féliciter à la fin du match, mais bon il était hyper déçu comme pas mal de joueurs du résultat final. Donc ce match nul parce que Madison a dominé de la tête et des épaules, ça aurait dû être une victoire facile. Donc voilà, mais je suis super contente qu'il ait marqué. Ça sera peut-être son seul but de la saison, qui sait, quand j'étais là après qu'il m'a dit qu'il allait vraiment essayer de marquer parce qu'il était aussi impressionné du voyage que j'avais fait pour juste le match et un week-end. Ouais, et le Bruce Stevensfield, il était beau en vrai? Oui, non, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup donc la tribune principale, ce qu'on voit sur les images qui est couvert. C'est fait vraiment d'un mur de briques hyper. Enfin, c'est là depuis depuis le début des années 20, enfin 20-30. Un mur de briques qui est conservé dans un excellent état, qui fait très un peu maison anglaise comme ça et qui a vraiment un super charme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'ils aient décidé, même si bien évidemment ça leur coûte moins cher que de construire un nouveau stade spécifique pour le soccer, mais je trouve que c'est bien qu'ils aient décidé de rénover cette infrastructure existante. Et puis la petite touche qui est sympa aussi, c'est que du côté du Flock, donc le Flock End, là où les supporters les plus bruyants sont, ils ont des drapeaux tout le long de la section et puis ils ont au moins un drapeau par nationalité de joueur qui fait partie de l'effectif. Donc c'est toute cette tolérance, cette bienveillance qui contraste complètement avec le soccer que je connais ici en Europe et qui m'a vraiment fait apprécier mon séjour. Comme j'ai dit, voilà, les membres du Flock sont tous super sympas. Il y a aucune discrimination. Donc, parce que le Flock, je me permets de faire un petit aparté, mais je tiens vraiment à détailler et à
mettre vraiment l'accent sur leur tolérance, c'est que donc le Flock, c'est un peu le groupe, si on veut, de tête, mais dedans, il y a un peu des sous-groupes, un peu pour chaque communauté. Il y a la Barra pour les supporters d'origine hispanique, il y a les Featherstone Flamingos pour les supporters qui sont noirs, il y a les Mingo Ladies pour les supporters femmes, il y a Mingo Pride pour les supporters qui sont homosexuels. Il y a vraiment plein de plus petits groupes comme ça qui sont chapeautés par The Flock, et dans le stade, ça se mélange. Les tambours, c'est et la Barra et le Flock. Enfin, c'est vraiment, il y a un melting pot hyper réussi, et puis c'est ça vraiment que je pense que je vais garder comme meilleur souvenir de mon voyage. Parfait. Donc, vraiment, là, c'est vraiment le mot-clé, c'est l'unité. Peu importe tu viens d'où, écoute, Complètement. c'est super, et c'est ça qu'on aime du sport, hein, c'est que peu importe la nationalité, les religions, quand tu supportes un club, là, tout le monde se rassemble, et c'est ça qui est beau. Toi, Léo, est-ce que tu avais des questions pour Nathalie concernant son voyage? Non, bah moi en fait j'avais une question que t'as déjà posée, mais sinon non, c'est ce que je pensais moi avec The Flock, et bon je savais qu'ils allaient être des bons organisateurs parce que c'est quand même des gens qui organisaient, qui différents supporters de différents groupes de fans d'Angleterre, Arsenal, Chelsea. D'ailleurs, il n'y a pas trop de rivalité par rapport à ça, Alors non, justement, pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a essentiellement, donc c'est essentiellement des groupes de supporters d'équipes anglaises, donc notamment Chelsea, Arsenal, Liverpool, qui se sont regroupés pour soutenir leur équipe locale, le Forward. Mais moi je les ai vus dans les deux contextes. Je les ai vus au match de Madison, et puis je les ai vus en dehors, mais il y a absolument aucune rivalité. Je pense que le seul moment où il y a des rivalités, c'est peut-être quand les équipes anglaises jouent l'une contre l'autre. Mais sinon, absolument pas. Non, j'ai absolument pas senti cette rivalité de par le fait qu'ils soutiennent différentes équipes en première ligue anglaise. Oui. Ah, ben, vas-y, Léo. Et j'avais une autre question. Comment se passe le merchandising à Madison? Est-ce que vraiment, genre, le Forward Madison prend une place importante dans la ville? C'est-à-dire, il y a des affiches pour les matchs? Ou est-ce que c'est vraiment cantonné autour du Breeze Stevens Field, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à toute la ville? Parce que, enfin, Alors c'est ouais, en termes effectivement. de campagne publicitaire, ils sont comment Alors, à peu près? en termes, il y a deux choses différentes. Il y a le marketing, le merchandising. En termes de marketing, c'est vrai que le budget du club est proche de zéro. La seule chose qu'ils ont faite, pour laquelle ils ont payé, c'était un grand billboard, une de ces grandes affiches Ouais. à la sortie de l'autoroute pendant 2 jours avant le match d'ouverture qui avait eu lieu fin avril. Donc, l'équipe avait déjà joué d'ici là. Mais ça, c'est le seul outil marketing payant qu'ils ont utilisé. Sinon, ils font vraiment toutes leurs promotions sur les réseaux sociaux. Ben, d'ailleurs, on voit sur Twitter et sur Facebook dans une moindre mesure, mais sur Twitter, ça cartonne. Ils ont bientôt 10 000 abonnés. C'est de loin les plus suivis de Ligue 1. Après, autour du stade, il y a quelques bars comme ça qui affichent un logo ou le programme des matchs, etc. L'hôtel dans lequel j'étais, qui est vraiment, il y a une route entre l'hôtel et le stade. Ben, moi, j'étais dans cet hôtel-là, qui est l'hôtel Indigo. Eux, ils ont des tarifs préférentiels pour ceux qui viennent quand il y a des matchs du Forward. Mais sinon, au niveau visibilité dans la ville, à part les gens, après les gens, voilà, au niveau du merchandising, par contre, là, ça cartonne. Ils sont en rupture de stock de beaucoup de produits qu'ils ont lancés en début de saison. Ils sont en train vraiment de renouveler leur liste de produits dérivés. Et puis ça, par contre, ça cartonne. On voit plein de gens avec des écharpes, des maillots, surtout le maillot rose qui fait un carton absolu. Voilà, des t-shirts, des casquettes. Ça, c'est vraiment ça qui fait en fait. C'est un peu des affiches ambulantes, si tu veux, dans la ville. C'est plus les gens qui portent les produits dérivés qu'autre chose, parce que leur budget marketing est proche de zéro. Oui, D'accord. et c'est vraiment là, je trouve vraiment qu'il y a un avant et un après Forward. Moi qui est vraiment intéressé à tout ce qui est management et marketing, là, vraiment là, la façon du comment le club s'est fait connaître, là, vraiment, c'est vraiment un réel modèle vraiment du nouveau à partir des réseaux sociaux et tout, là. Vraiment là, se faire connaître de partir de zéro et de vraiment se créer une renommée à la base des réseaux sociaux. Il y avait même pas un match de fait, même pas un match même un match amical, même pas une signature, et pratiquement tout le monde connaissait le club.
Et vraiment, là, c'est une excellente stratégie numérique que Forward ont fait. Et vraiment, là, j'ai l'impression là, que les nouvelles expansions partout aux États-Unis, là, surtout dans les peut-être plus petits marchés, là, peut-être pas en MLS, mais tous les clubs de Championship, de Ligue 1 qui vont intégrer les ligues prochainement, là, j'ose espérer qu'ils vont faire un peu le même genre de stratégie parce que pour l'instant, ça marche. Et c'est grâce à cela que tu as pu faire un voyage aux États-Unis cette année, Nathalie. C'est Voilà, vraiment complètement. passionnant. Et puis, si je peux me permettre une dernière chose, même si je veux pas que ça dure trop longtemps non plus, mais par rapport à ce que tu dis, je pense vraiment qu'il y a très peu de clubs dans le monde qui savent très bien manier les réseaux sociaux, Ouais. notamment Twitter. Je pense à l'AS Roma en Italie qui fait du très bon boulot. Mais sinon, je pense vraiment que Forward Madison peut inspirer beaucoup d'autres clubs parce que, je veux dire, notamment ce week-end, pour la première fois, Madison ne joue pas. Et puis, ils ont quand même fait une annonce de pas jour de match. Enfin, je veux dire, quel club au monde fait ça? Moi, j'ai piqué un fou rire parce que ils ont vraiment fait une annonce, un post, un tweet comme ils font pour les jours de match, mais ils ont mis, ben, c'est pas à 19h, c'est pas à Bree Stevens, c'est contre personne, mais vraiment, enfin, je sais pas, c'est un détail, mais moi, ça m'a fait tellement rire. Et je pense que moi, j'ai partagé avec mes amis qui étaient aussi morts de rire. Et ce genre je trouve vraiment qu'en tout cas, Jason et Kuba font un excellent boulot. Et puis, je suis sûre qu'ils pourraient donner des leçons à d'autres clubs, ou pas forcément que de soccer, hein, mais de comptes d'autres sports pour essayer d'attirer les gens parce que voilà, eux, ils ont réussi à se faire connaître avec un budget marketing proche de zéro. Ils sont connus à l'international. Il y a des gens comme moi qui viennent d'Europe qui sont debout pendant 22 heures pour aller juste pour un match. Et puis ça, je veux dire, c'est une preuve de la qualité de leur maniement des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, Et vas-y, surtout Léo. Peter Wilt. Moi, je trouve que c'est surtout Peter Wilt qui a fait un travail, mais je trouve monstrueux. Mhm, Parce que c'est un peu lui qui a tout chapeauté ça. Moi, quand je parlais avec Jason Klein, parce que c'est moi qui fais l'interview et tout au mhm, début, tu sais, il m'a dit, bah, lui, bon, il a un bon sens de l'humour et tout, donc ça se voit. C'est mhm. vrai que, mais il m'a dit, Peter Wilt a tout fait et c'est vraiment un modèle. Après, c'est compliqué parce que beaucoup de clubs veulent quand même rester dans l'air sérieux parce que c'est Ouais. quand même plus intéressant, même si en USL League One, il y a eu quelques petites piques, entre Greenville et Lansing qui se sont lancés quelques mèmes à un moment au début de la saison. Bon, Mhm, plus trop mhm. maintenant, mais je pense que ce sera juste un ovni. Il y en aura quelques-uns qui vont pop à mon avis, mais je pense que ça restera très très marginal parce que c'est pas parce qu'il faut qu'il y ait de la continuité dans ce travail. Enfin, c'est compliqué. Moi, je vais voir comment on va faire Forward Madison dans les prochaines années parce que je sais pas si Jason Klein va rester en tant que CM et si l'autre CM va rester aussi. Mais ça sera aussi dans la continuité où ça risque d'être compliqué, mais on verra. C'est un ovni. Beaucoup de gens en parlaient bien avant que la saison commence et ça montrait que ça avait un très bon effet et on verra si ça continue, si ça perdure dans les années qui suivent. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Voilà, après, ben, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre être sérieux et ne pas se prendre au sérieux. Parce qu'on le voit, par exemple, avec le compte Twitter de l'AS Roma, qui est quand même un immense club en Europe. Eux, ils font aussi, je pense que c'est le club le plus connu en termes d'humour sur Twitter. Et puis, par exemple, pour présenter des nouveaux joueurs ou des nouveaux maillots. Et puis, ils font aussi dans le sérieux, par exemple, pour ce mercato d'été. Ils font, chaque fois qu'ils annoncent un nouveau joueur, en fait, ils publient aussi un avis de recherche d'un enfant. Ils ont fait un partenariat, je crois, avec Missing Ouais. Children ou quelque chose comme ça. Et puis, ça marche bien aussi. Pour moi, un réseau social d'un club de soccer ne doit pas être 100% sérieux. Mais enfin, je sais pas, pour moi, enfin, vraiment, Madison a tout juste, a juste sur toute la ligne. C'est vrai que c'est juste de mentionner Peter Wilt parce que lui aussi, il a une personnalité je trouve, qui rejaillit en fait dans ce que Forward Madison fait en termes de réseaux sociaux, en termes de merchandising, en termes pour faire un peu le buzz, etc. C'est vraiment quelqu'un de sérieux, mais qui se prend pas au sérieux et qui du coup est très drôle et très approchable, etc. Donc c'est juste de le mentionner aussi. Ouais, non, Peter Wilt, il en est pour beaucoup pour où est le Forward Madison en ce moment, mais il est également pour beaucoup pour où est le Indy Eleven, un club fort des divisions inférieures en ce moment qui évolue en championship. Là, c'est vraiment là, Peter Wilt, là, c'est un grand tome de soccer aux États-Unis. Et vraiment, là, il n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur pour l'instant. Mais vraiment, là, on est sur le point de conclure. Est-ce qu'il y en a un de vous deux là, qui voulait absolument dire quelque chose sur la Ligue 1 avant de quitter ou on a pas mal tout dit? Moi, je trouve qu'on a un peu tout dit. Enfin, après,
on peut être full mingo. Moi, en fait, voilà, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est si je vous conseille de regarder une équipe en USL League One, c'est Forward Madison. De base et de les suivre parce que je pense que c'est les seuls qui vous amèneront, enfin, qui amèneront, je pense, du plaisir à regarder et du monde dans les tribunes. Et c'est toujours important quand on veut commencer à regarder une équipe et à suivre un championnat de suivre une équipe. Et je conseillerais toujours à tous les gens qui veulent commencer à suivre de regarder en premier Forward Madison et ensuite de regarder d'autres équipes si d'autres équipes les intéressent parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Oui, car le Forward Madison est aussi intéressant sur le terrain que hors le terrain. En plus, on a un compte francophone, donc c'est vraiment génial, mais on est sur le point de conclure. Là. Simplement, avant de vous laisser, chers auditeurs, là, je voulais simplement dire que pour la saison 2020 en Ligue 1, là, les équipes qui risquent de s'ajouter, c'est les Rochester Rhinos, le Penn FC et une équipe de Omaha. Là. Omaha, on en avait parlé un peu plus tôt cette année avec un live qu'on avait eu avec Hugo Tritz, le gardien de l'Université du Nebraska, avec Florian Mauger, qu'on salue. Vraiment, là, c'est une ville qui respire soccer. Et peut-être que les réserves de USL Championship, la Division 2, vont les rejoindre. C'est en discussion en ce moment. Sinon, que ce soit en Championship ou en Ligue 1, les choses changent, mais se ressemblent toujours un peu, car dans les dernières années, Richmond et Orlando étant dans les bas-fonds du classement, et même en descendant d'une division, ils sont encore dans les bas-fonds du classement. Donc, c'est toujours drôle à voir. Sinon, là, merci à vous deux. Léo, on le sait, on peut te suivre sur ton compte personnel de l'Ail et du Percy, et sur ton compte de Dallas, où tu parles de l'équipe, bien sûr, de la MLS, mais également de la réserve. C'est bien ça? C'est bien ça. Toujours, tu parles toujours un peu des deux, souvent en évitant quand les matchs se chevauchent ou se saquent un peu. Je trouve un peu relou, mais bon, je parle des deux. Je parle des deux, bien sûr. Et bien sûr, Nathalie, qu'on peut suivre sur le compte du Forward Madison. Je vous conseille vraiment d'aller la suivre. Vraiment, c'est un compte formidable. Vous pouvez voir des images de son voyage. Et d'ailleurs, elle a posté une vidéo récente de 12 minutes sur son voyage. C'est vraiment un bijou à aller voir si vous voulez en savoir plus sur son voyage. Vraiment, Nathalie, là, ton compte est à suivre, mais également le compte original, car vraiment, il est tout aussi intéressant. Vraiment, là, c'est vraiment un club là, qui fait à la perfection jusqu'à présent, en tout cas en dehors du terrain. Sur le terrain, c'est beau à voir, mais il va falloir que les victoires commencent à s'enchaîner. Sinon, là, vraiment, on va gâcher la surprise un peu, mais si vous voulez en savoir plus sur le voyage de Nathalie, là, il y a un article qui va sortir très, très bientôt sur son voyage. On va vraiment rentrer à fond dans son voyage. C'est très bien écrit. Donc, vraiment, allez suivre Léo et Nathalie sur leurs divers comptes. Et vraiment, là, au nom de Culture Soccer, là, je vous souhaite une excellente semaine. Merci et à très bientôt.